mots avant de démarrer, donc pour vous remercier d'être venu dans ce jour un peu difficile et pour l'occasion de cette rencontre organisée autour d'Anne d'Albert. Cette rencontre a une histoire qui remonte à Anne d'Albert elle-même et à son décès. Et pour ce qui concerne ce qui se passe ici, qui est relié à l'amitié de Christine Piot et Anne d'Albert, qui a essayé avec Sylvie Dupuis, depuis son décès, d'organiser une forme de reconnaissance à son travail, enfin, en tout cas de souligner l'œuvre de sa vie et de saluer sa mémoire. Bon, ça a été jusqu'à présent assez compliqué à organiser et l'occasion de l'exposition ici a déclenché cette possibilité d'événement. Donc c'est un petit peu inhabituel qu'une exposition, disons, accueille une mémoire saluée à un critique d'art, mais c'est peut-être aussi un juste retour des choses. Donc Christine Piot va présenter la réunion et chaque personne qui participe ici et dont je remercie d'avoir accepté de témoigner sera présentée peut-être ou en tout cas invitée par Christine Piot. Voilà. Je vous laisserai peut-être vous présenter, mais donc Arnaud, merci d'accueillir cette réunion, cette rencontre qui nous permet à nous, les amis d'Anne d'Albert, à des titres divers. Anne d'Albert est rencontrée peut-être dans des circonstances aussi diverses pour chacun, mais peut-être de dire quelques mots, d'essayer de trouver à exprimer ce qu'elle nous a laissé comme héritage, qu'elle nous a apporté aussi personnellement. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas peut-être l'habitude tellement, mais on va peut-être, je nomme donc Maki Xenakis, artiste, Jean Le Gac aussi, c'est sur qui Anne d'Albert a écrit une monographie, n'est-ce pas, Catherine Franklin, critique d'art. Hein, tu te présenteras mieux. C'est parfait, c'est parfait. Didier Semin aussi, historien de l'art, enseignant, imposteur. Ramon Tillo Bellido, qui en particulier a été le président de Taïka France, donc de l'association internationale. Mais ce que je voulais préciser peut-être, c'est que vous y étiez au moment où Anne d'Albert était... Nous étions ensemble. Voilà, donc peut-être que voilà, vous allez plus spécifique. Je ne vais pas dévoiler ce que vous allez dire, ni le dire à votre place. Mais voilà, donc donc je vais dire un petit peu moi pourquoi je suis tellement contente que vous soyez là et que cette réunion puisse avoir lieu, c'est que Anne d'Albert a été très importante pour moi. Évidemment, elle m'a soutenue, je l'ai rencontrée en 1989 et je crois que pas seulement pour moi, mais elle a entretenu des amitiés profondes avec les artistes qu'elle a soutenus. Et selon moi, c'est cette amitié en fait qui fait la spécificité et la richesse de sa pratique de critique d'art. Et elle s'intéresse, elle souhaitait entretenir cette amitié, je pense, parce qu'elle s'intéressait aux personnes et elle s'intéressait à la vie aussi de ces personnes, je dirais un peu en son entier. Elle ne s'intéressait pas, elle s'intéressait à l'œuvre bien sûr, mais aussi à son contexte affectif. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, elle m'a soutenue d'abord par le sérieux de son regard, c'est-à-dire que nous nous sommes rencontrés, elle a voulu regarder mon travail,
Et elle m'a donné confiance par l'attention qu'elle y portait, évidemment. Et cette amitié a été favorisée, je dirais, par le fait que ses parents avaient une maison à une trentaine de kilomètres de mon premier atelier à la campagne. Et donc elle allait voir ses parents, elle se sentait liée à sa famille et elle aimait aussi la campagne. Et c'est elle qui m'a souligné l'importance en fait, de l'environnement pour développer une œuvre, un travail. Et je crois que j'en ai pris conscience grâce à elle. Et effectivement, quand j'ai eu ce premier atelier, je suis revenue à la peinture à l'huile, que je ne pratiquais plus depuis mes études aux Beaux-Arts. Et voilà, donc ça a été important. Et bon, nous discutions, évidemment, nous n'étions pas toujours d'accord. Et elle, à partir de 1999, j'ai choisi de donner pour titre à mes peintures, donc qui à partir de ce moment-là n'était plus de la peinture à l'huile, mais de la peinture à la tempera, mais de les appeler Clairs Allants. Et elle a beaucoup aimé ce titre. Mais à mesure que mon travail évoluait, changeait, régulièrement elle me titillait sur cette question du titre. Elle me disait « Mais alors Christine, est-ce que ce sont toujours des Clairs Allants ?» Et je n'ai pas voulu changer de ce titre, qui finalement me convenait, me semblait être une possible définition de la peinture. Et j'ai dû un peu argumenter, justifier voilà, ce choix, ce maintien de ce titre de Clairs Allants, et de le formuler sous la forme, donc Clairs Allants, évidemment, c'est un mot que j'ai forgé sur Clairs Obscurs, pour signifier l'importance que j'accorde à la lumière, à la luminosité de la couleur, et qu'en même temps, cette luminosité est en mouvement. Donc pour moi, voilà, c'est un idéal en peinture que d'arriver à ce mouvement à travers les formes et la luminosité de la couleur. Donc elle m'a aidé à approfondir aussi ma réflexion sur la peinture et ce que je voulais faire de la peinture que je pratiquais. Voilà, puis alors une dernière chose, c'est qu'elle m'a soutenue aussi par l'importance qu'elle accordait à l'activité de peintre, enfin d'artiste en général, et que en fait, Anne jugeait les artistes, elle disait que c'était des héros, ce qui même me semblait excessif. Mais, enfin, qui sait, après tout. Voilà, et elle m'a donné un nom, une fois un mot, en parlant du duende. C'est un mot qui m'a particulièrement touchée parce que j'ai de lointaines origines andalouses. Mais alors ce mot de duende représentait pour elle justement peut-être le but, la fonction même de l'artiste étant d'atteindre un état dans lequel l'artiste se sent traversé par une dimension voire supérieure, en tout cas, qui le dépasse. Étymologiquement, état de grâce. Étymologiquement, état de grâce. Le duende. État de grâce. Qui a priori quand même appliqué à la tauromachie, malheureusement. Mais c'est... Voilà, je pensais Catherine, tu allais enchaîner sur cet état de grâce. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour d'abord à la galerie de nous recevoir et puis Christine. Merci beaucoup de
ton acharnement avec Sylvie, avec Sylvie, avec Sylvie Dupuis pour que cette séance en hommage à Anne ait lieu. Moi, je vais vous dire, je suis arrivée en courant ici, je ne pensais pas du tout, j'étais dans un autre sujet, sur un autre sujet, je n'ai pas du tout pensé à Anne, bon, je savais que j'allais venir ici, et le fait que tu en parles, comme tu en as parlé, ça m'a émue beaucoup, et d'une certaine manière, je l'ai vraiment retrouvée. Et ça, c'est très touchant que peu de choses, avec peu de choses, peut se représenter de nouveau une personne. Moi, je ne vais pas parler du travail d'Anne Dagbert, analyser son œuvre de critique d'art. Je vais parler, c'était une amie, donc c'est sur ce thème que je voulais dire quelques mots. Et tu as dit par exemple qu'elle allait à la campagne chez ses parents, qu'elle était très attachée à ses parents. Tu vois, une chose comme ça, il y a peu de gens, à part les gens qui la connaissaient bien, qui savaient ça d'elle. Ensuite, tu as dit, elle s'intéressait beaucoup à l'environnement affectif des artistes. Ce qui est probablement vrai. Moi, je ne l'ai pas vu travailler avec des artistes, mais je l'ai bien connu. Et je me suis dit, quand tu as dit ça, et ça c'est bouleversant, elle s'intéressait au milieu affectif des artistes, et moi je me suis demandé qui s'intéressait à son affectivité. À elle. À elle. Ah, oui. Parce que Anne était quelqu'un qui donnait énormément aux autres, qui était tournée vers les autres, et elle était un être très particulier. Moi, je l'aimais pour ça, parce qu'elle ne ressemblait pas à la plupart des gens de sa génération, de ce milieu, etc. Et notamment, alors plusieurs choses. Plusieurs choses. Notamment, par exemple, cette relation à ses parents, à sa famille. Dans sa famille, elle avait, un certain nombre de gens le savent malgré tout, elle avait un frère qui était handicapé, qui était trisomique. Et moi, je l'avais rencontré plusieurs fois, et elle s'occupait énormément de ce frère. Et parfois, on avait déjeuné ensemble avec ce frère, et on parlait de ce frère assez volontiers, et elle était étonnée de ça. Un jour, elle m'a dit, mais tu me poses des questions, tu me demandes comment va mon frère, etc. C'est rare. Oui, et ça la touchait, en fait. Ça la touchait énormément, et elle avait, et nous en parlions, et je sais quelle était sa relation à ce frère, pourquoi ce frère, elle était si attachée. Bon, elle était attachée d'une part parce que ses parents étaient attachés à cet enfant, parce qu'ils étaient très religieux, ils l'avaient accueilli comme on accueille un enfant handicapé dans une famille catholique. Je suppose que c'est un peu, on doit se dire un certain nombre de choses concernant un enfant handicapé. Bon ben voilà, c'est quand même, on nous envoie une épreuve, mais en même temps on nous envoie peut-être quelqu'un qui est précieux, et voilà. Et donc elle le recevait comme ça, ce frère, elle s'en occupait comme ça. Donc voilà, bon, ça c'est une des choses. Une deuxième chose qui nous rapprochait, après je ne vais pas trop m'attarder parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin, une autre chose qui nous rapprochait, c'est que moi je suis juive par mes parents, par mes ancêtres, et elle était pratiquante, catholique, et que c'était une chose qui lui importait beaucoup, que je sois juive, parce que, bon, évidemment, c'est l'Ancien Testament, le Christ vient de là, etc. Et donc, c'était pour elle une chose importante, alors que pour moi, c'est pas une chose importante. Enfin, ça a eu des incidences dans ma vie, mais ce n'est pas quelque chose à quoi je me rattache, parce que je n'ai pas pratiqué du tout la religion juive dans ma famille. Mais pour elle, c'était important, et donc
je sais aussi qu'elle s'est beaucoup intéressée à travers l'œuvre de Garouste au judaïsme et au sacré en général, et qu'elle avait une façon d'aborder l'art qui se rattachait par certains aspects à sa conception de la religion. Toi tu parlais d'héroïsme, mais on pourrait aussi parler de sainteté. Qu'elle aurait pu aussi dire ça par rapport aux artistes. Bon, voilà, des choses qui... mais peut-être on peut en discuter parce que ça peut être amusant de voir comment elle était à la fois... Elle avait... Alors on va dire par rapport à sa famille, elle avait quand même un côté, donc, jeune fille de bonne famille, bien élevée, respectueuse des traditions, respectueuse des conventions même. Elle avait ce côté bien élevé et un peu propre sur elle. Ça, c'était très très bien parce que je voyageais beaucoup avec elle. C'était formidable de partager une chambre avec elle, c'était idéal. Parce qu'elle était vraiment tellement discrète et tellement agréable à vivre, ça c'était formidable. Mais aussi, elle avait aussi un côté rebelle. Et ça c'était aussi merveilleux, parce qu'elle ne voulait pas penser comme tout le monde. Et quand tu racontes comment elle te contestait, ton évolution dans ton travail, les titres que tu donnais, etc., aussi parfois tout d'un coup elle ne voulait pas être d'accord, mais juste parce que, pour ne pas être d'accord, parce que tout d'un coup, elle se disait, mais moi, peut-être que je peux dire autre chose, et relancer. Et j'aimais bien aussi ce côté révolté aussi un petit peu, notamment, bon, elle avait, comment dire, elle aimait bien les petites histoires un peu croustillantes, les petites histoires, comment les gens vivaient leur sexualité par exemple. Donc elle posait des questions parfois indiscrètes et ça l'amusait beaucoup. Bon. Et puis elle aimait bien en savoir plus là-dessus. Dès qu'on pouvait lui apporter une petite information, ah bon, plus c'était croustillant, plus elle aimait. Ensuite, bon, une autre chose qui nous rapprochait avec Anne, bon ça c'est un petit peu plus autour du travail, c'est que nous avions un amour, c'était Jean Le Gac. et que donc elle appréciait énormément le travail de Jean Le Gac, moi aussi. Et donc, voilà, nous avions aussi parfois des conversations autour de Jean Le Gac, mais peut-être que Jean Le Gac parlera plus de cette relation avec Anne. Et donc, voilà, elle avait une approche très sérieuse des artistes. Et puis, une autre chose que je voulais dire peut-être pour finir, oui. Par exemple, la particularité de Anne, voilà, je vais vous décrire je vais vous donner une petite anecdote qui résume un petit peu ce que je voudrais dire sur elle, à quel point elle était bonne, comme on dit, un être bon, foncièrement bon, ce qui n'est pas une qualité que l'on remarque en général dans le milieu de l'art et qui importe peu. Mais moi, ça m'importait et j'avais évidemment repéré Anne dans ce domaine et comme une exception. Un jour, nous étions dans un vernissage d'une exposition. Je crois que c'était une exposition qu'avait organisée Ramon. Et la personne qui s'occupe de la presse, à la suite de la visite de l'expo, elle dit « Nous avons quelques catalogues, mais nous n'en avons pas suffisamment pour tout le monde. » Il y avait tout un groupe de gens, il y avait 40 personnes autour de cette table qui disaient « Nous n'avons pas des catalogues pour tout le monde, donc il faudra en donner à ceux qui en ont besoin en priorité. » Et Anne était juste au premier rang et elle a dit « Ah bon, bah alors, ça ne sera pas moi, donc je me retire, il y a des gens qui en ont vraiment plus besoin que moi. » Et ça, j'ai trouvé que c'était Anne. Mais après, c'était quoi comme expo? C'était l'exposition de Léa Luglin.
Et elle se mettait pas en avant, elle se disait, c'est pas moi qui vais avoir les catalogues, et d'autres gens méritent peut-être, ont besoin de ce catalogue, et voilà. Donc, peut-être je vais m'arrêter là et passer la parole à Didier. En tout cas, je suis très contente de voir tous ces amis qui sont là. Bon, c'est pas à moi de les remercier, mais je les remercie quand même. Merci à toi. Alors, je suis un peu embêté parce que j'étais beaucoup moins lié à Anne que vous tous quand vous m'avez proposé de participer à cet hommage. Je me suis un peu posé la question parce que finalement je ne connaissais pas Anne si bien que ça. Je l'ai vue très souvent, notamment quand je suis entré à l'AECA, j'ai dû être élu en 88, avant de démissionner il y a une dizaine d'années. À ce moment-là, je l'ai vue souvent, mais je me souvenais de deux moments en particulier. Alors j'aurais pu tricher, j'aurais pu aller regarder mes agendas, retrouver les dates, et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie d'être honnête avec ma mémoire. La première rencontre n'est pas vraiment à mon honneur, parce que c'était au Sable d'Olonne, je m'occupais du musée des Sables d'Olonne à ce moment-là. Ça devait être donc en 85 ou 86. Anne était venue pour une exposition, peut-être une exposition encore faite avec Ramon, peut-être Machine affectée. Elle était venue m'interviewer dans mon bureau. Mon prédécesseur au Sable d'Olonne avait un sens du décorum, et donc le bureau était un peu solennel. Je me souviens de la scène absolument comme si c'était hier. J'étais du côté officiel du bureau. J'avais été très à l'aise dans ce rôle-là, et Anne était de l'autre côté. L'avantage des Sables d'Olonne, c'est que les expos avaient lieu l'été, que les gens se sentaient le droit d'être un peu plus décontractés que d'habitude, et Anne était une très jolie femme. Je me souviens parfaitement de sa robe marron avec des échancrures sur les manches, et grosso modo, je ne me souviens absolument plus de quoi on a parlé. Je me souviens parfaitement d'Anne, dont j'avais l'impression qu'elle aurait pu jouer dans un film de Romer. Elle avait cette grâce, ces yeux qui, de temps en temps, allaient d'un côté à l'autre. Donc voilà, malheureusement, je pense que j'ai surtout regardé Anne ce jour-là, et qu'elle m'a écouté. Alors je pourrais trouver le sujet de l'interview, ça a dû donner quelque chose, peut-être dans la presse, je ne sais pas. Ensuite, on s'est retrouvés à l'AECA, j'étais à ce moment-là au Centre Pompidou, puis j'ai quitté le Centre Pompidou pour entrer à l'école voisine de la galerie. J'y suis entré fin 98, et en 99-2000, j'avais décidé de consacrer une année entière à Harald Zeman pour les élèves. J'avais rencontré Harald Zeman, mais dans des conditions un peu particulières. Pour l'exposition Kurt Schwitters, j'étais chargé de dire à Harald Zeman, c'était pas vraiment de ma faute, mais c'était moi qui m'étais collé la corvée de dire à Harald Zeman que le texte qu'on lui avait commandé faisait doublon avec un autre texte qu'on avait commandé à quelqu'un d'autre. Zeman a été très grand seigneur, a dit c'est pas grave, je refais mon texte. Enfin, il avait quand même dû se dire quelques petites choses, c'est ce que je me serais dit à sa place. J'hésitais à le rappeler. J'ai posé la question autour de moi, peut-être à toi, Catherine, ou à l'autre Catherine, à Artpress, et l'une d'entre vous m'a dit mais va donc voir Anne Dagbert, elle a travaillé là-dessus, elle sait beaucoup de choses sur Harald Zeman. Et j'ai appelé Anne qui m'a dit mais oui, viens à la maison, je te dirai ce que je sais. J'ai passé une après-midi entière chez Anne, où elle a sorti tous les documents dont elle disposait. Elle m'a raconté tout ce qu'elle savait.
Elle a évoqué l'existence de 3 films sur Harald Zeman dont à l'époque plus personne ne se souvenait. 2 avaient été réalisés par une documentariste suisse, Marlène Bellilos, et l'autre par Otto Hahn. Le hasard, c'est toujours dans ces cas-là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui agit derrière vous. 2 jours après, je devais être à Lausanne dans un vernissage et on me présente quelqu'un qui s'appelle Marlène Bellilos, dont Anne m'avait parlé l'avant-veille. J'aborde cette dame, je lui dis voilà, j'ai su par Anne Dalbert que vous aviez fait des documentaires sur Harald Zeman. Elle me dit ah bah écoutez, depuis le temps que j'espère qu'on va enfin me demander quelque chose. Ça a été compliqué parce qu'à l'époque il fallait transférer d'un format vidéo sur l'autre, mais finalement les 2 films de Marlène Bellilos et celui de Otto Hahn ont été sortis de l'oubli. Quelques années plus tard, Art Press a édité les films de Marlène Bellilos. J'ai traduit avec une amie germaniste le journal d'Harald Zeman, mais tout ça est parti d'une après-midi avec Anne. Ce qui m'avait frappé, qu'à vrai dire j'avais déjà senti quand je regardais surtout la robe d'été d'Anne, c'est l'extraordinaire bienveillance de cette femme. Il y a des gens qui se servent du savoir pour exercer un pouvoir, soit en vous écrasant par l'excès de savoir, soit en pratiquant la rétention. Ça, c'est la méthode des conservateurs de musées, qui sont assis sur des fonds, il n'y a pas moyen de savoir ce que c'est, ce qu'ils ont, quand ils le sortiront. Anne était tout le contraire, elle savait des choses qu'elle aurait évidemment eu toute légitimité à sortir elle-même de l'oubli, mais elle me les a donnés absolument sans sourciller et avec joie. Et quand ensuite les choses ont été un peu plus loin, quand on a organisé des projections des films de Marlène Bellilos à Paris, elle était là, mais sans du tout se mettre en avant. Et ça, Catherine disait à quel point les personnalités comme Anne sont rares dans le milieu que nous fréquentons. C'est quelque chose d'extrêmement rare, ce savoir qui n'est pas utilisé comme une arme, et Anne avait ça. Je crois. Une générosité, une bienveillance sans arrière-pensée et de jolies robes d'été, donc tout ça fait. C'est les mais c'est intéressant, c'est votre témoignage d'historien de l'art, et pas seulement des artistes aussi, dans cette relation. Dans cette relation voilà, professionnel, d'historien à historien, ou de critique à critique, il n'y avait pas le moindre esprit de concurrence. C'était très, très frappant. Et je ne prendrai rien à personne en disant que c'est rarissime. Je crois que tu as. Non, c'est l'artiste. Par rapport à cette... À moins que quelqu'un, pardon, réagir. Pour rebondir sur cette question de la rareté de Anne, c'est vrai que même en étant là aujourd'hui avec tous ces amis rassemblés que je retrouve, et c'est assez terrifiant de voir à quel point ce monde de l'époque d'Anne a changé. Et des Anne, on n'en voit plus beaucoup. Cette générosité, cette humanité, ce partage, cette intelligence, cette finesse, cette beauté. Je ne sais pas où elle est maintenant aujourd'hui, vraiment dans le monde de l'art, malheureusement. Mais j'ai encore espoir et je m'accroche. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que c'est tout un monde comme ça qui est parti avec elle, avec d'autres qui sont partis aussi. Mais je ne vais pas vous faire pleurer, mais c'est vrai que c'est terrible de voir à quel point on ne se rend pas compte que ça change tous les jours, mais on croit qu'on est toujours dans le même temps, alors qu'en fait aujourd'hui
ce moment me fait prendre conscience à quel point on a changé d'époque. Si tu veux que je raconte cette histoire de ma rencontre avec Anne qui t'avait fait rire, bien sûr, pour ramener un peu de gaieté dans la chose, partager. par rapport à la campagne, par rapport à sa famille. Moi j'ai rencontré Anne une première fois, je ne sais plus en quelle année c'était, dans les années 80. C'était un vernissage d'Anne de Guel. Et puis le soir, je ne connaissais pas grand monde, mais comme justement à l'époque, même quand on ne connaissait pas grand monde, on pouvait quand même se rencontrer et se faire inviter à boire un coup avec les autres qui se connaissaient mieux. Je me suis retrouvée à dîner en face d'Anne après ce vernissage. Donc on ne se connaissait pas, j'ai fini par comprendre qu'elle était critique d'art, je ne la connaissais pas non plus, je connaissais son nom dans Art Press. Et puis elle commence à être curieuse et à me poser des questions, parce qu'en général, dans ces milieux-là, quand on est artiste, on n'est pas très intéressant pour les autres, quoi, c'est malheureusement. Et donc elle posait des questions, elle me disait, vous êtes artiste, qu'est-ce que vous faites, et où vous habitez, et tout ça. Alors je trouvais ça curieux, quoi, qu'elle s'intéresse à moi. Donc on continue à se parler. Et puis je ne sais plus comment, on était dans le week-end et elle me dit, je lui parle d'une autre exposition, elle me dit, non, moi je ne peux pas parce que le week-end je pars toujours à la campagne. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je lui dis, mais où? Et elle me dit, à la campagne. Et je ne sais pas pourquoi j'insiste. Et elle me dit, mais elle s'énerve en me disant, c'est près de Dreux. Je lui dis, mais où près de Dreux? Et là, elle commençait vraiment à se dire, elle est chiante celle-là, pourquoi elle me pose des questions, c'est ridicule. Elle me dit, mais c'est un petit village à côté de Dreux, vous ne connaissez pas. Et je lui dis, mais comment ça s'appelle? Et excédée, elle me dit, ça s'appelle Lillier-l'Évêque. Je lui dis, oui, je connais, moi aussi, j'y vais. Et je ne sais pas pourquoi, parfois j'ai des instincts comme ça, j'aurais pas insisté, mais je sentais que ça pouvait être le lien. Et elle me dit, ça c'est incroyable. Je lui dis, mais moi aussi j'y vais ce week-end. Et elle me dit, alors voyons-nous. Et comme ça on s'est vus, j'ai été invitée chez elle à cette campagne. J'ai vu ses parents, j'ai vu son frère. Et puis effectivement on était à 2 pas, donc on s'est vus le week-end quand on y allait ensemble. Elle m'a présenté Gérard et Elisabeth Garous qui étaient juste à côté. Et cette espèce de lien comme ça, en plus lié à sa campagne, à sa famille et à la nature, qu'elle aimait beaucoup, a fait qu'on est devenus plus rapidement amis, proches et indépendamment du milieu de l'art, quoi. Donc après, elle est venue à mon atelier, elle a écrit des très belles choses sur moi, elle m'a présenté beaucoup d'amis artistes, et grâce à elle, j'ai pu rencontrer les couturiers et d'autres. Donc c'est vrai que c'était quelqu'un d'extrêmement, en plus, effectivement, très fin, très singulière par rapport aux gens qu'on peut rencontrer dans ce milieu-là, très curieuse de l'autre et toujours... La seule fois où on s'est un tout petit peu disputé, ça me revient comme ça, c'est qu'on aimait beaucoup aller voir les expositions ensemble, indépendamment des vernissages. Et donc, de temps en temps, on s'appelait, puis on se disait, tiens, on n'a pas vu cette expo, allons-y, et on y va. Et puis à la fin, je me disais, il ne faut plus que j'aille voir les expos avec Anne, parce que devant chaque tableau, elle s'arrêtait. Et elle passait des heures devant chaque tableau. Et moi, j'allais vers celui qui m'intéressait, et puis il y en a qui ne m'intéressaient pas, donc j'avançais. Puis je lui dis, Anne, c'est bon, là, tu l'as bien vu, ce tableau. Et elle me disait, mais non, pourquoi tu dis ça? C'est très intéressant. Et elle m'a fait comprendre à ce moment-là, puis elle s'énervait autant après moi que moi je m'énervais après elle, parce qu'elle trouvait que j'allais trop vite et moi je trouvais qu'elle allait trop lentement. C'est que tout d'un coup, je lui ai dit, mais en fait c'est normal, on n'a pas le cerveau fait pareil. Toi, dans ton monde, tu es curieuse de tout. Moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin d'aller vers ce qui me nourrit, ce qui me parle. J'allais vers ma famille. Donc si un tableau ou quelque chose ne me parle pas, c'est pas grave, ça peut pas m'intéresser, ça peut pas me nourrir. Donc c'est pour ça que je suis pas dans le même rythme que toi dans les expositions, mais toi c'est normal, t'es beaucoup plus généreuse que moi et beaucoup plus curieuse de tout, parce que tout peut t'intéresser d'une certaine manière. Et ça j'y pense souvent maintenant quand je vais voir une expo sans Anne,
et que tout d'un coup je vais trop vite, je me dis, Anne, elle serait là, elle me dirait, Maki, quand même, tu exagères, tu pourrais t'arrêter un peu plus, regarde comme c'est intéressant. Et je dirais à Anne, mais non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, peut-être. Je peux en dire d'autres. Hein, Ça va être à votre tour. Oui, parmi les différentes images que j'ai d'Anne, il y en a une qui me vient à l'esprit. Nous la connaissions, Jacqueline et moi, depuis quelque temps déjà, et elle avait compris que nous n'étions jamais allés à la closerie des Lilas. Alors elle nous a invités, d'ailleurs c'était une journée comme aujourd'hui, ensoleillée, très belle, comme ça. On était au milieu des Troènes, ainsi de suite. Au-dessus de nous, il y avait sans doute la fenêtre où Aragon invectivait les clients de l'époque, avec le chorus des surréalistes qui devaient donner de la voix. J'avais été si intéressé par cette invitation que je m'étais soigné sur le plan vestimentaire. J'avais fait des recherches, vraiment. Je peux vous dire, hein, je ressemblais peut-être à un sapin décoré, mais enfin, j'avais mis, comme il faisait très beau, j'avais mis un pantalon clair, une chemise violet, pas d'évêque, il m'a dit, violet de chasuble, et dessus des bretelles bleues, marine foncée avec des pois. Enfin, je me trouvais bien. Hein, vous savez, les timides, c'est ce qu'il faut que nous fassions, parce que au moins quand on vous regarde, vous savez pourquoi, donc ça ne pose aucun problème psychologique. Bon, c'était très très agréable. Et j'ai découvert à cette occasion qu'Anne avait suivi, mais de très près, ce que nous faisions. Parce que pendant ces quelques années, je considère que je n'étais pas totalement autonome. Notamment, et votre idée de campagne me touche, là je ne savais pas ça, elle était allée en bord de Seine, où il y a un monument aux aviateurs pionniers de l'aviation, là, peut-être un José Ricoli, mais j'en suis pas sûr, un monument extraordinaire. C'était des aviateurs qui étaient partis à la recherche d'une expédition polaire. D'ailleurs, ils ne sont pas revenus, personne n'est revenu. Hein. C'est un monument phénoménal. Avec mon fils, Jacqueline, on y avait travaillé, on a fait un petit film, là, on se prenait pour Cary Grant au Rochemort, sans doute, on ne sait pas trop. Et elle y était allée, elle avait dû voir l'œuvre de phototexte, peut-être dans un catalogue, peut-être chez Tom Blanc, je ne me souviens pas de ça. Terriblement flatté, quand même, que quelqu'un ait fait la démarche d'aller voir. Et peut-être que c'était près de chez les parents, en fait. C'était pas loin de Rouen, l'histoire. Si je peux me permettre de dire une petite chose, c'est que je crois que son père avait été aviateur pendant la guerre. Ah oui, il était pilote de chasse. Pilote de chasse, c'est ça. Alors, elle était très retenue dans son expression, sur son passé. Il fallait que ce soit très précis. Elle aimait les choses Ah, extrêmement précises. ça c'est vrai. Au point de paraître idiot des fois. Soi-même, parce que vous disiez, enfin, je me suis bien expliqué, reposer la question, et encore et encore. C'est pour ça que Romer, je trouve que c'est très très bien la comparaison, parce que ça avait des côtés parfois très naïfs, Oui. parce que c'était tellement précis. Moi, parfois, on a des phrases comme ça qui sont très bien, et puis, bon, chacun comprend ce qu'il veut. Mais non, elle, il fallait, mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment justifié point par point et virgule par virgule, et il fallait que ce soit... Oui, voilà. Elle n'a pas le défaut habituel, nous avons presque tous, je pense, c'est on veut le montrer à l'autre qu'on a tout de suite compris, qu'on n'est pas belle. Elle n'avait pas ça. Non. S'écarter de ça, elle n'était pas en avant pour ça du tout. Je la retrouve bien là, en fait. Hein. J'ai pris des notes, je vous dis très long. Je vais découvrir aussi cet après-midi-là quelqu'un qui est très au courant, par exemple, de choses diverses. Par exemple, elle avait été au Buchaumont avec Boltanski, et Jette, je ne sais plus s'il était là. Enfin, nous avions fait des promenades. Ça consistait en très peu de choses. On envoyait un petit carton par la poste le jour même où on allait au Buchaumont. Et au début, on avait des idées importantes. On pensait qu'on allait discuter entre artistes, qu'on allait faire des essais sur place, enfin qu'on allait en tirer un bénéfice pour notre propre travail. Très vite, ça s'est avéré faux. Ça a été une discussion d'artistes, peut-être. Sans doute, il en est resté longtemps quelque chose de ça. Et puis à la fin, on envoyait toujours le carton, mais on n'y allait même plus.
l'un avait mal au bout du doigt, l'autre une attente aussi. Enfin, ça me permet de dire que les artistes sont très faux, à la fois très vrais. L'idée du héros, je la situerai là, très vrai, mais à côté, avec des côtés pas très avouables. C'est spécifique aux artistes, ça? Peut-être pas. Donc elle avait quand même fait cette démarche aussi au but de Chaumont. Qu'est-ce que je pourrais raconter qui est quelqu'un d'intérêt? Alors ça, cette histoire, oui, j'avais été frappé par le fait qu'elle nous faisait répéter. Répéter. Et c'était très troublant parce que on disait, mais enfin, Elle n'a pas entendu. Bien, moi je suis un mytho complet, quoi. Et ça permettait d'aller assez loin, cette histoire, parce qu'elle vous dérangeait inconsciemment, et du coup, il ne fallait pas se contenter des arguments ou des slogans qu'on peut servir habituellement quand ça a de l'importance. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'y songe seulement maintenant. On avait été invité à la Biennale des Jeunes dans la partie travaux d'équipe. Il y avait Gilles Pan, Boltanski et moi. Et on avait présenté un projet comme tout le monde. On a eu le prix à la fin. C'était le tout premier prix. Je ne me suis jamais demandé d'où il était venu, ce prix, parce que je pensais que c'était normal, nous étions les meilleurs, que c'était comme ça, que tout le monde avait remarqué. Et je me dis maintenant que c'était pas ça, en fait. Elle était la compagne de Boudaille, qui était président des critiques d'art. Et Boudaille, il se trouve qu'il était, on dirait maintenant, le commissaire général de cette manifestation. J'imagine qu'elle devait le bassiner avec nos histoires qu'elle suivait de près, qu'elle voyait, et ça a dû peut-être, je n'en sais rien, ça peut-être jouer un rôle quand même. Comme quoi les femmes jouent un rôle, parfois même sans être apparentes, clairement. Plusieurs jurys, donc. C'est pour ça. Non, je crois que c'était votre valeur à vous. Peut-être. D'une part, merci Anne de le rappeler, mais en plus, c'est pas que Boudaille qui décidait, il y avait un jury, donc c'était. Oui. Ah oui. Non, mais, je pensais pas au niveau du jury, je pensais de l'utilité, les discussions que dans lequel d'ailleurs Catherine, je crois déjà. Je la connaissais quand elle était avec Boudaille. Non, mais pas. Dans le jury en question, dans cette biennale-là, je crois qu'il y avait. C'est la biennale de 71, c'est ça? Non, c'est 60. Non, c'est 71, c'était. Non, c'était pas 71. La biennale, c'était 69. 69. Ça, c'était 69. Je pense que c'était 69. Oui, c'est 69. Oui, parce que 71, c'était la campagne, justement. Ah non, là, c'était... Non, mais 71, C'était la ville de Paris. C'était un essai. Oui, c'était un essai. 71, c'était un essai. Alors que là, c'était au centre Georges Pompidou. Enfin, c'était au Non. musée d'art moderne. Puisque C'était le au musée d'art moderne, dans les ascenseurs. Donc ça pour répéter, au fond, combien elle était discrète en fait, dans ses actions, peut-être majeures, je ne sais pas, enfin, les artistes. Qu'est-ce que je peux dire? Elle m'avait parlé avec beaucoup d'émotion de sa visite à un appartement que nous avions activé d'une certaine manière, rue Rémy du Moncey. Il s'agissait d'un tout petit appartement, pas très beau, juste repeint blanchi plutôt que repeint en blanc. Et je pense que ça appartenait à la famille de Boltanski, qui venait de l'acquérir. Ça, je ne l'ai jamais su, vraiment. Et c'était vide. Et dans cet entre-deux, nous avions envoyé des invitations, comme on était très actifs sur ce plan-là. L'invitation consistait en des clés. Moi, je dis qu'il y avait une quarantaine de clés. Christian lui parle de plus, il me semble. Enfin, un certain nombre de clés étaient envoyées avec accroché à la clé des étiquettes sur lesquelles il y avait nos noms et puis le lieu à l'adresse. Et elle m'avait raconté, et je trouvais ça très vrai, parce que moi-même je pensais que ça pouvait fonctionner comme ça,
sa peur un peu dans l'escalier de monter vers cet appartement que rien ne signalait spécialement, il n'y a aucune marque, aucun écriteau. Son idée de d'effraction, même en ouvrant avec sa clé personnelle, ne sachant pas ce qu'elle allait trouver derrière. Et puis après, il n'y avait rien, nous n'étions pas là. Il n'y avait pas foule, vous savez, pour voir ce type de choses. Alors, Boltanski, pour resituer vite les choses, avait mis à la fenêtre un de ses mannequins, peut-être c'était toujours le même, je ne m'en souviens pas, voilé, en tout cas, c'était une femme avec on ne dit pas un voile, on dit un fichu, et qui regardait derrière le rideau. Et c'était très Polanski, ça, je trouvais. Et dans un placard qui restait dans une autre pièce, c'était tout petit, moi j'avais mis 2 photos punaisées, c'était entrouvert, mais qui étaient inintelligibles pour qui que ce soit. Il lui fallut suivre très près ce que je faisais, être presque dans mon cerveau pour y trouver un quelconque intérêt. Rien n'avait vu ça. Et je ne me souviens pas que quelqu'un m'en ait parlé par la suite. Même, il y a eu par la suite des actions un peu similaires. Chambre d'Annie, me semble, à Bruxelles, qui consistait comme ça. À Gand, voilà. Et moi j'étais furieux un peu parce que je disais, enfin, on l'avait fait. C'était pas le même contexte. Il y a des choses dans des chambres. Je trouve qu'elle était plus vraie avec notre histoire. Parce que, mais moins moyen aussi. Oui, mais peut-être que c'est une bonne chose pour l'art, ça. Voilà, je pourrais dire beaucoup de choses. En vous entendant les uns et les autres, je me rends compte que d'une certaine manière, j'ai raté Anne. Je n'ai pas compris sa profondeur. Je suis resté superficiel, vraiment. Mais ça, c'est la vie d'artiste. Je ne mettrai ça pas sur le compte personnel, mais sur la vie d'artiste. Vous êtes ballotté tout le temps. Vous ne faites pas ce que vous voulez, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent. Une fois, on vous propose ça, et puis vous prenez, vous n'avez rien d'autre. Une fois, on vous amène là, parce qu'il y a une raison pécuniaire qui n'est pas à négliger. Moi, je crois avoir passé une bonne partie de ma vie à faire ce que les autres voulaient de moi, et pour moi d'eux. Mais qu'est-ce que j'aurais fait sans eux? Voilà pour Anne, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. C'est intéressant en tout cas votre travail, à un moment donné aussi où elle s'intéressait justement au récit. Oui, ça très fort. Il y a quelque sa chose monographie. C'est ça, ouais. Enfin, moi j'ai lu la monographie, c'est pour ça que Quelqu'un a dit ça d'ailleurs, qu'elle s'intéressait, c'est vous Catherine, qu'elle s'intéresse aux êtres. Oui, parce que nous sommes, parce que nous sommes profondément l'art de tout ceci. C'est-à-dire ce qu'elle voyait des artistes dans leur travail, c'était l'artiste, c'était la personne. Et donc tout ce qu'elle pouvait amasser comme information sur cet artiste, c'était une personne qu'elle construisait et à laquelle elle s'intéressait. C'était pas un travail abstrait, c'était pas une toile, une peinture, une sculpture. C'était un être humain qui était... Et ça va très loin, parce que si j'ai raison, parce que je pense une petite chose qui est la suivante. Je pense que les artistes sont faits par les autres. C'est pas nous qui apportons des choses nouvelles. C'est les autres qui peut-être se trompent sur ce que nous faisons, ou peut-être devinent, anticipent ce que l'artiste va faire. Et Anne était dans ce rôle-là, sans doute majeur, en fait. Je ne sais pas. On pense... Elle ne faisait pas technicienne, elle faisait pas technicienne de l'art. Elle n'était pas technicienne dans le sens, elle ne cherchait pas à... enfin, en tout cas, ce qui concerne... Peut-être avait-elle cet arrière-pays, mais ça, j'en sais rien. Elle ne rattachait pas dans l'histoire de l'art d'une manière, peut-être, je ne crois pas non plus, peut-être d'autres. Non, mais c'est vrai qu'elle était assez à contre-courant, parce que c'est vrai que, surtout aujourd'hui, c'est encore plus qu'avant, mais le nombre de gens de l'art qui disent je m'intéresse à l'homme et pas à l'homme, à la femme, c'est un discours politiquement correct aujourd'hui. Et c'est vrai que souvent des gens le disent. Et non, vous n'êtes pas d'accord? C'est une posture. Non, mais je pense que c'est un autre débat, donc je crois que c'est surtout la situation globalement qui a changé, donc c'est tout à fait autre chose. Mais c'est vrai que... On ne va pas se lancer dans des discussions à ce niveau-là, mais
Non, mais par rapport à j'avais fait une conférence qui s'appelait la coupure épistémologique. Je crois qu'on parle plus de la même chose. Quoi. Le nom qu'on donne à l'art n'est plus celui qu'on est, ça fait 40 ans, 30 ans, donc là c'est plus profond que ça malheureusement. Il y a un moment eu un changement radical quelque part. Depuis combien de temps Depuis le postmoderne, c'est comme ça, c'est un élan satisfant. C'est quoi, les années 90? Oui, 80, 80. C'est-à-dire que c'est de plus en plus, cette idée que... Mais c'est pas la même chose. Je comprends pas. Si vous voulez, ça fait tellement la société entière, mais on va s'en on parle de l'âge. La société entière est totalement en train de changer de nature. Donc effectivement, même les mots qu'on emploie n'ont plus la même signification au niveau conceptuel que ça fait 30-40 ans en arrière. Effectivement, on les utilise toujours parce qu'on ne va pas les réinventer, ou leur thème d'invention d'ailleurs, d'autres sociétés, quoi. Éventuellement par la chinoise d'ailleurs, qui un jour, dans peu de temps, risque de prendre le pouvoir quelque part partout. Quoi. Voilà, donc on est là-dedans. Il n'y a pas 3 degrés. On est dans une situation où on appelle une confusion extrême. Oui, non, mais on est donc d'accord. Oui, donc effectivement, ce que vous dites par rapport à l'art ne fait que en fait, malheureusement, illustrer, ce changement, et non pas, par contre, c'est pas du tout que la relation à l'art, que les gens sont bien différents, quoi que ce soit, ou que les artistes, que les gens qui regardent l'œuvre ou pas l'artiste. Ça, c'est un peu le côté Warhol, quoi. On tous cherche à être célèbre 5 minutes, et après c'est bon, quoi. Mais c'est pas vrai, c'est le tout qui a changé. Mais alors, pour revenir à Anne, peut-être justement, a-t-elle pour vous une place particulière dans sa démarche? Pour moi, Anne a beaucoup de place particulière. De sa façon, justement, de... Mais en fait, c'était... Enfin bon... si vous voulez, je prends la parole, c'est égal, mais pour ça anticiper, je pense qu'une des choses qui était dont je pouvais effectivement discuter avec Anne et avec d'autres, qui sont ici présents et puis d'autres, c'est effectivement ces problèmes-là. Et parce que, bon, d'une part, là encore, sans trop tirer les couvertures à soi, mais Catherine ne dira pas le contraire, malgré ses défauts, un outil comme Laïka, qui est quand même donc un bidule où on parle de la critique d'art, où on essaie un petit peu de la faire vivre, quoi. Il y a des discours, enfin en tout cas des thématiques comme ça qui se soulèvent, qui sont exprimées, qui sont échangées, etc. Sinon ça ne servira à rien. Quoi. Alors, on les fait plus ou moins bien, c'est pas le problème. Mais en tout cas, on ne les lutte pas. Quoi. Voilà. Et donc effectivement, avec Anne, en tout cas, le temps où moi j'étais président de l'AICA France, et ensuite donc j'étais dans l'international, mais avec Anne, c'était quelqu'un avec qui effectivement on pouvait franchement, quand je dis franchement, c'est un peu comme tout ce que nous disons, ouvertement, aborder tous les problèmes, et surtout bien sûr ceux, je ne vais pas le dire, ceux de la visibilité. Quoi. Comment est-ce qu'on regarde, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment on le fait, tout ça. Et c'est ce que vous signalez là, un peu dans ces transformations, entre guillemets, c'est dans le fond, c'est une conjonction de comportement, aussi d'implication par rapport à ce qu'on fait. Bon, dans mon texte, je ne vais même pas le lire, je vais le lire comme ça. Il est évident que, en ce qui me concerne, la relation que j'ai eue avec Anne Dagbert n'est pas du tout la même qu'avec celle qu'on peut avoir, Catherine, etc. C'était une amie, mais c'est pas au même niveau que Catherine, bien sûr. La relation que moi j'ai eue avec elle, c'était surtout et avant tout, c'est presque une relation professionnelle. Quand effectivement j'étais président de l'AICA France et qu'elle a été secrétaire générale de cet organisme, en même temps que, et pour moi c'est importantissime, une autre Anne, malheureusement, qui a aussi disparu, Anne Tronche, était la trésorière. Donc, il se trouve, et je ne sais pas comment, j'avoue que j'ai beau farfouiller dans ma mémoire, je n'arrive pas à voir comment ça s'est fait, peut-être que Hélène pourra m'aider, quoi. Il se trouve quand je suis devenu président de l'AICA, donc parce que j'étais président par intérim, puisque Jacques Lénart, qui avait cette fonction-là, a été nommé président international, et donc on m'a fourgué, des guillemets, quoi, président de l'AICA France pendant un certain temps, puis après j'ai été élu président de l'AICA France. Donc, je crois que ça a été un an, un truc comme ça, je ne me souviens plus, peu importe. Donc,
j'imagine que pendant ce temps-là, c'était toi, en tant que secrétaire général, qui me tenais les coudées, quoi, parce que le temps que... Non, parce que moi j'étais déjà à l'international. Et donc Anne a été de suite nommée... Absolument. Bon, donc, voilà. Pour moi, c'est un point d'interrogation, enfin, les deux Anne, hein, comme ça, je ne sais pas où c'est venu. Et a priori, évidemment, Anne Tronche, je la connaissais davantage, parce que bon, j'ai travaillé à la DAP, on a pu se croiser tout ça. Anne Dagbert, je dois avouer que quand donc c'était en 89, je ne la connaissais pas beaucoup. Je la connaissais par ces textes que j'estimais au plus haut point, les comptes rendus que faisait dans la presse, qui étaient alors, un monument, effectivement, de critique. Avec tout ce que vous avez dit par rapport à la précision, par rapport à la recherche de détails, l'intérêt pour tout un tas de choses qui peuvent sembler disparates, etc., mais rien ne passait sous, si je peux dire, son regard, tout type d'esthétique qui passait, etc. Donc effectivement, je trouvais ça, enfin bon, là encore, pour moi, c'est, disons, en tout cas dans ces années-là, et jusqu'à un certain point, c'est un des aspects de la critique d'art, c'est effectivement, je le dis très franchement, c'est de s'autoriser, avec toute la permissivité que donne ce titre qu'on s'octroie de critique d'art, c'est de s'autoriser à juger un événement. Et donc, effectivement, Anne, quelque part, dans ses comptes rendus dans la presse, enfin, un petit peu dans le Art Forum, c'était beaucoup Non, plus... c'était Art in America. Comment? Je crois que c'était Art in America. Art in America, pardon. Mais c'était beaucoup plus dans la presse, il y en avait tout le temps. Enfin, bon, Non. je te l'apprends pas, c'était... Il y avait plusieurs pages de... Mais elle a écrit des articles aussi. Oui, je s'entends bien, mais surtout, mais quand je dis article, c'est des comptes rendus. C'était quelqu'un qui, pour moi, était une des meilleures, alors je ne vais pas me donner de médaille, je m'en fous, quoi, mais une des meilleures, c'était quand même aussi dedans, Catherine, je ne vais pas non plus te mettre de beauté, mais une des meilleures, si je peux dire, critiques d'art dans les années donc, 80. Donc comment est-ce qu'elle est devenue la secrétaire avec moi? Je n'en sais rien. J'imagine que j'ai été très bien conseillé, parce que je ne la connaissais pas, très peu. Autant, effectivement, je répète, Anne Tronche a été, de suite, j'ai demandé, Anne Tronche, tu peux venir, la trésorière, elle me dit, oui, je suis nul en calcul, je dis, c'est pas grave, moi aussi. Donc comme ça, c'était très clair. Et heureusement, d'ailleurs, c'était Anne Dagbert qui faisait en fait les comptes pour l'AICA. Donc Anne Tronche, avec son savoir-faire, n'avait qu'à rapporter, si je peux dire, le compte rendu de la trésorerie. C'était très beau comme exercice. Et voilà, donc en fait, là je vais quand même trouver quelques notes, parce que je ne sais pas tout dire, quoi. C'est... donc je vais quand même dire ça, c'est absolument stupide, mais bon. Quand j'ai su que Anne Dagbert donc, est morte, ça a été, je ne suis pas le seul, mais ça a été terrible pour moi. D'autant, et donc là effectivement je me permets d'être peut-être un peu plus personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi qui sont concernés, que Anne Tronche était morte 5 mois avant, quoi. Et que donc pour moi c'était, j'ai fait une métaphore débile, quoi, que je m'autorise comme ça à livrer, quoi, c'est dans ma tête, hein, que effectivement c'était quand même mes piliers à l'AICA, quoi. J'avais les deux ânes comme ça à côté de moi, il y avait c'est vrai, la secrétaire et la trésorière, quoi. Et c'était bon, c'était deux femmes exceptionnelles, elles étaient effectivement intelligentes, brassées, belles, et en plus, elles représentaient un petit peu donc, ces deux versants de la critique. C'est donc autant donc, Anne Dagbert était un peu ce que je viens de dire, quelqu'un qui pouvait toucher à tout, autant, bien que l'un n'empêche pas l'autre, Anne Tronche était, on le savait déjà depuis longtemps, quelqu'un d'engagé, au sens le plus générique de ce terme, qui avait opté depuis très tôt pour une certaine esthétique figurative, politisée et tout, qui un peu restait dans ce rayon-là. Et je trouve que c'est magnifique d'avoir comme ça ces deux balanciers à côté de moi. Et on avait tous les trois, avec d'autres, des discussions phénoménales. J'étais hyper épaulé. Je mets un bol, mais énorme. C'était terrible, quoi. Et donc, quand les deux ont disparu, donc la métaphore, vous avez le droit de me taper dessus, mais c'est... j'ai dit un truc du style, hein, ou alors comprenne qui pourra, hein, et vous pouvez l'interpréter comme cela vous sied. Donc, la métaphore de la sécurité, c'est, je me suis dit, je me sentais un peu comme le Christ en croix, 2 points, que ces deux larronnes avaient abandonné. Effectivement, j'étais totalement paumé. Mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait là? C'est pas possible. Donc c'est à coup sur coup.
Et c'est vrai que je suis quand même resté assez abasourdi, bon, enfin je suis toujours d'ailleurs, mais parce qu'effectivement, pour moi, c'était 2 piliers, quoi. Et en plus de ça, c'était beaucoup plus. C'était 2 personnes qui avaient une personnalité, qui avaient une reconnaissance, que plus ou moins tout le monde déjà, une notoriété, alors que moi j'étais un gars de bureau qui arrivait là. Et en plus ou moins par rapport à ma vie propre, personnelle et tout, j'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu la pièce rapportée qui était là par hasard. Donc effectivement, mais c'est pas grave, c'est moi, ça c'est. Donc effectivement, elles m'ont beaucoup aidé, c'est évident. Donc pour en rester plus précisément sur donc Anne d'Albert, bien que je ne peux pas trop dissocier les deux, pour moi, dans ma tête. Les deux sont, je peux les dissocier après, bien sûr, au niveau des anecdotes, mais elles sont quand même très liées à la vie de Laïka. Donc c'est là que je les ai connues toutes les deux et que j'ai beaucoup connu Anne d'Albert. Même si après, une fois que donc j'ai dû laisser la présidence de Laïka pour la laisser à Catherine, j'ai continué à voir Anne très souvent, les deux d'ailleurs, et que Anne, les deux, mais surtout Anne d'Albert, m'invitait chez elle pour boire un très bon café et discuter du lard et du cochon. C'est heureusement vrai, quoi. Mais disons qu'en fait, le moment principal, c'était le moment où on a travaillé ensemble. Ça, c'est bon, c'est comme ça. Et là encore, si vous voulez, c'est un peu ce qu'on a dit, quoi. J'ai l'impression de me répéter, et peut-être un peu déceptif, quoi, mais effectivement, Anne était d'une générosité, c'était incommensurable. Elle était toujours présente. Elle en faisait plus que ce que... Enfin, sur le poste secrétaire général est très flou comme attribution, surtout au sein d'une institution comme Laïka, qui déjà elle-même est floue. Donc là, c'est une espèce comme ça de truc. Mais je veux dire, elle faisait vraiment... Et donc, à part d'avoir contribué, elle a contribué à tout d'ailleurs. Donc d'avoir contribué à tout ce qu'on a pu faire, qui était un peu dans le plus clinquant, quoi. Des voyages d'études à Dijon, à Sivière, on était allé à Morlaix quand il y avait l'expo sur Estanie, on est allé à Rennes plusieurs fois, etc. On a plus ou moins, avec la contribution des archives académiques d'art, on avait fait donc un séminaire avec Didier, Elisabeth, moi, à Rennes, où déjà c'est Laïka qui était intervenu en partie, bon, etc. etc. Jusqu'au congrès qu'on met en place à Rennes aussi, en 1996, donc le congrès donc, international de Laïka, qui avait été mis en place par Laïka France, où bien sûr, donc, elle n'a pas été la seule à travailler, mais Anne a été d'un support incommensurable encore. Et à côté de ça, tout ce qui aussi concernait, parce que c'était un peu aussi ce que j'avais mis en place quand j'avais été élu comme directeur, concernait, si je peux dire, le moins visible, quoi, de ce type de bastringue, presque au niveau syndical, si je veux le nommer comme ça, quoi. Mais c'était fabuleux, quoi. Donc, autrement dit, on a réussi, et je pense que là les dates sont exactes, à mettre en place tous les trois, Anne, plus le bureau dans lequel Didier était présent, à mettre en place, c'est en tout cas la première fois que ça se fait comme ça, à mettre en place une espèce de barème de tarification pour donc, les prestations des critiques. Alors ça paraît comme ça totalement... bon, effectivement, Laïka n'est pas un syndicat, donc quand même. Donc Anne et moi, alors là, Anne D et moi, on est allé voir plusieurs syndicats, dont le syndicat du livre. On leur a dit, voilà, nous sommes des clampins qui effectivement sont critiques d'art, qui n'ont aucun statut légal, mais il y a quand même effectivement des gens qui travaillent, qui font du test, qui font tel et tel calibrage et tout. Donc comment ça peut se passer? Et on a eu des réponses, même si on disait, mais vous êtes totalement fous, vous n'arriverez jamais à faire le truc. Et elle, après toute seule, est allée voir d'autres syndicats, etc., etc. Et donc finalement, avec l'aide de quelques juristes, on a réussi à mettre ça en place. Et ensuite, elle, voilà, c'est là, je trouve que ça renvoie effectivement à ces très beaux mots que vous avez utilisés. Je vais trouver, parce qu'effectivement, ça renvoie... Oui, je dis bien, Anne a pris son bâton de pèlerin. Voilà. A pris son bâton de pèlerin pour aller voir donc, plusieurs organes de presse, donc, pour leur rappeler, ou en tout cas leur indiquer, ou leur asséner, je ne sais pas trop quel terme prendre, que donc Laïka avait mis en place ce barème, en tout cas c'est
ses plus ou moins indications donc, de tarification, et elle y est allée beaucoup plus que moi, parce qu'en plus je bossais à côté, donc mais vraiment elle a été insistante, avec là aussi l'insistance qu'elle savait avoir quand il fallait, quoi. Je la saluais 20 fois pour ça. Elle est allée aussi d'ailleurs dans le même style d'implication, quoi. Elle est allée dans plusieurs musées, plusieurs centres d'art, plusieurs machins, pour rappeler quand même que la carte de l'AICA, c'était pas n'importe quoi, et qu'a priori, donc, ça devait nous autoriser à avoir la gratuité pour les expos, certains événements, voire tout simplement pour pénétrer dans ces institutions, bon, etc. Donc, moi, je le faisais de temps en temps quand je passais comme ça, mais elle l'a fait, mais c'est un peu ça aussi, Anne. C'était ce côté qu'on ne voit pas bien, mais qui était cette abnégation quelque part, qu'on a tous évoqué ici, qui effectivement était très, très présente, très, très suivie et tout, quoi. Et donc, c'est... Pardon ? Ténacité. Oui, ça va de pair, bien sûr. Et effectivement, là, il y a aussi, donc, pour rentrer dans les... je m'autorise à dire, c'est en cela que Anne était aussi, étymologiquement, alors, entre guillemets, adorable. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose qu'on a tous présent à l'esprit quand on pense à Anne, et qu'on a de dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Elle était... on ne pouvait que l'aimer, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, elle était irréprochable. C'était un truc, elle était d'une bonté, oui, aimable au sens étymologique aussi. Oui. Ouais. Et enfin, je vais aller un peu vite, parce que c'est pas la peine. Parce bon, que après tu ensuite. pas à te relire. Hein, parce que tu n'arrives pas à te relire, tu écris. non, c'est pas ça, je suis même pas où je suis. Mais ça, je le sais que j'écris comme un cochon, c'est pas la peine de... Non, après, bon, j'évoquais aussi, ou je peux évoquer, mais c'est pas non plus, on l'a tous fait ici, hein. Et il y a aussi un truc qui a aussi compté beaucoup dans les relations entre elle et moi, c'est que j'ai su très vite, enfin, c'était assez évident pour moi, que donc elle avait la foi, qu'elle était catholique et tout, ce que je ne dis surtout pas. Voilà. Mais comme par hasard, si je peux dire, il se trouve, donc en parlant, mais c'était vraiment tout à fait au début de nos rencontres, quoi, que donc mon grand-père maternel a été secrétaire d'État au culte dans les derniers mois de la République espagnole. C'est comme ça, c'est un truc assez bizarre, quoi. Et ça, il n'a rien pu faire, hein. Parce que bon, les missions qu'il avait étaient quand même très, très bizarres, très compliquées. Ça a commencé, donc je peux décliner, c'était demander aux anards et aux poums de ne plus violer les nonnes, s'il vous plaît. Donc c'était ça. Ne pas trop casser les églises, et puis éventuellement restaurer donc, les trucs catholiques, protestants et pas trop, les juifs et islamiques, il y avait quand même beaucoup plus qu'on le pense en Espagne. Bon, rien de ça ne s'est fait, et il a dû partir, comme 500 000 autres, avec un fusil au dos, le 29 janvier 1939. Bon, peu importe. Et donc, des choses comme ça, effectivement, avec Anne, quoi, ça ne pouvait pas ne pas l'intéresser, quoi. Donc, on a parlé beaucoup. Ben, moi, j'ai une éducation chrétienne, mais en même temps, je crois en rien, quoi. Et elle avait aussi du mal, c'était très très beau, quoi, parce que, comme beaucoup de gens, elle avait beaucoup de mal à comprendre que donc, un hurluberlu comme moi, donc fils de réfugiés espagnols, donc a priori toujours rouge ou anard, ce qui d'ailleurs n'est pas faux, mais qui en même temps effectivement pouvait être chrétien quelque part, enfin pas moi je ne suis pas chrétien, mais dans mon éducation, comme tout ça pouvait fonctionner. Donc ça faisait comme ça des espèces de discours, enfin c'est très, très intéressant. Et quand elle parlait effectivement de sa foi, c'était pas non plus de la rigolade, quoi. C'était du vrai, quoi. C'était pas je fais semblant, quoi. Et donc ne serait-ce que ça aussi, bon, c'est un peu comme tout le reste, quoi. Quand je dis qu'elle était adorable et tout ça, c'est presque superfétatoire, mais les deux vont ensemble, quoi. C'était pas du bluff, quoi. Effectivement ça aide, quoi. Après, elle fait ce qu'elle veut avec, c'est pas le problème. Mais je veux dire que disons la relation que je vais dire bêtement commerciale était claire, quoi. Voilà. On sait beaucoup. Bon, et ensuite, pour terminer comme ça, donc je voulais quand même rappeler que, donc on a tous dit qu'elle avait beaucoup de qualités, mais effectivement, donc tu l'as évoqué un peu, elle avait parfois des côtés un peu comme ça, un peu aller contre, quoi, de s'affranchir et tout ça. Moi, je dirais même plus, elle était un peu luronne, pas guéluronne, mais luronne.
Et j'ai pu heureusement le vérifier, c'était très beau, dans beaucoup de voyages qu'on a fait ensemble, avec les déplacements de l'AICA, aussi bien l'AICA France qu'après l'AICA internationale, où elle a très souvent donc, suivi, même après que nous ayons quitté tous les deux nos fonctions à l'AICA France, elle suivait pendant beaucoup de temps les séminaires, les congrès de l'AICA internationale, en profitant, et tant mieux pour elle, des avantages qu'elle avait avec les acquis qu'elle avait gagnés en étant hôtesse de l'air à Air France dans les années suprêmes de ces organismes, à peu près. Je me permets, c'est beaucoup plus triste que ça. Non, son mari était mort aussi. Son mari avait été tué dans Tué. un accident d'avion. Oui, il y avait les deux. Elle avait les deux. Elle l'avait connu à ce moment-là. Mais il y avait cette douleur, elle était jeune encore. Non, j'entends bien, tu as raison de le rappeler, Hélène. Mais en tout cas, comme toutes les hôtesses de l'air, elle avait cet avantage de ne payer que 10% sur le billet d'avion. Donc elle a profité, vraiment, elle avait tout à fait raison de le faire. Donc elle nous accompagnait, parce qu'en général, quand on allait... Et ça n'a pas duré toute sa vie. Hein. Non. À un moment, ça s'est arrêté, et néanmoins... de voyager. Ça, tu dis 10%, mais je pense qu'après, elle a continué à avoir un petit avantage, mais c'était faible, très faible. Comme j'ai dit au début, je ne la vois plus. Mais elle aimait voyager, elle était curieuse. Elle adorait ça. Donc elle venait très souvent avec nous dans tous les congrès, même après, donc, elle et moi ayant quitté nos fonctions à l'AICA. Et tous les congrès, c'était une occasion de faire plein de trucs, quoi. Et quelques gamineries. Et donc, voilà. Et par exemple, je me souviens, d'entre 10 000 choses, dont j'en ai noté 3 ou 4, je n'ai pas pu les raconter parce que j'en ai pour 3 ans. Alors, il y en avait une qui était pas mal. Il y a une fois, je ne sais plus pourquoi, on s'est retrouvés au Caire. Je crois que c'était pour un prix AICA, donc à la Biennale du Caire. Et elle était toujours prête à aller n'importe où, n'importe quand, c'est le cas de le dire. Donc une après-midi, j'étais avec un ami à nous, Yacouba Konaté, qui est un Ivoirien, et il devait aller échanger ou transférer de l'argent chez lui en Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il cherche une, on s'appelle les magasins, on fait du transfert, bon, peu importe. Et donc on dit à Annette, au même hôtel que nous, on dit on va chercher ce tu viens avec nous. Ah ouais, bien sûr. Et on part tous les trois. Et on se paume total, un truc. Donc on peut imaginer dans le Caire, quoi. On était vraiment paumé. Ça faisait, on papotait et tout. Et ça faisait 2 heures qu'on marchait, puis après on se rend compte que tous les mecs nous regardaient comme ça, de plus en plus bizarrement. Évidemment, une blonde, un noir et un pas tout à fait blanc, quoi. C'était quand même très bizarre. Et vraiment, c'était... Il y avait même les rues, il n'y avait plus rien qui était écrit, le nom des rues, même pas en arabe, donc de toute façon personne ne lisait l'arabe entre nous. On s'est dit, oula, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a quand même gardé un air serein, comme on s'est gardé, n'est-ce pas? Et parce que quand même, c'était on l'a su après, c'était des quartiers, il pouvait se passer tout n'importe quoi, comme d'hab, quoi. Mais bon, et heureusement, il y a un truc qui est passé qui s'appelle un taxi, donc on l'a aéré, puis c'est Anne qui l'a aéré, le mec s'est arrêté de suite, donc effectivement, son échancrure a joué, c'est sûr. Et par exemple, une autre fois, on était donc à Porto Rico, et pour notre congrès, et il y avait, je ne sais plus qui m'avait parlé d'une fondation dans une espèce de gros bourg, c'était pas une ville, qui était vers le sud de l'île. Donc moi j'ai dit je serais content d'y aller. Et il y avait une amie qui nous accompagnait, donc il y avait Anne qui était venue de suite, moi et Maïté Begalstein, bon, on était trois, j'étais le seul garçon. Et c'est moi qui conduisait. Et évidemment, on n'a pas trouvé la fondation, on n'a rien trouvé. Et il faisait une chaleur, mais alors un truc insupportable. Et ce bled était juste à côté de l'océan, quoi. Et on a fait ni une ni deux, la grande surprise donc, de la conductrice, de la locale, quoi. Enfin, Maïté, Anne et moi, on a foncé vers l'océan, on s'est dépoilés nus comme des vers et on s'est jeté à l'eau. Évidemment, c'est un peu surprenant. Mais c'était possible, quoi. C'est pas du tout. Il n'y avait aucune. Voilà, c'était comme ça. Bon, et quand on était comme ça, j'en ai 40. Et puis après, bon, on s'est séché, puis on était dans la bagnole. Et après, on a discuté vachement sérieusement de destin de l'art. C'était pas du tout contradictoire. Je sais pas, quand on était au congrès au Japon, ça arrivait souvent, ça d'ailleurs.
mais pas que nous, hein, tout le monde, quoi. On avait arrêté de boire du saké tôt le lendemain matin, quoi. Et ça c'est normal, quoi. C'est des choses comme ça qui... Bon, le lendemain on n'était pas très, très efficace, parce qu'on devait par contre prendre la parole, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour ça. C'est-à-dire que moi, quand je parle d'Anne, quand je pense à elle, quand aux deux Anne d'ailleurs, je ne vais pas vous cacher, j'ai l'air comme ça un peu de m'affranchir de quoi que ce soit. En fait, j'éprouve toujours une grande tristesse. C'est un truc qui me taraude, hein, et puis bon, c'est aussi pour toutes les raisons que j'ai dites, peut-être mal, et je sais bien effectivement que ma relation à elle a été très différente de celle de beaucoup ici. Et en même temps, j'arrête pas de me dire que j'ai quand même été vachement chanceux, quoi, d'avoir, pendant donc, le temps que je l'ai connu, où j'ai connu ces deux femmes avec moi, comme ça, qui étaient à côté de moi, et qui m'ont accompagné, qui m'ont, je sais pas, qui étaient des personnes, je sais pas, exceptionnelles, et que j'ai pu donc les connaître aussi près, aussi bien, je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Merci de ce que vous avez dit. Peut-être quelqu'un d'entre vous veut-il réagir, dire quelque chose Peut-être vous dire un mot là. En fait, c'est aussi une histoire d'amitié très forte, parce que j'ai vu très très souvent Anne Dalbert au musée d'art moderne, où j'ai travaillé longtemps, mais elles se sont, et à l'Arc, et partout, je la voyais. Mais après, je l'ai rencontrée très très souvent, et je n'avais pas besoin de lui dire à bientôt. Le bientôt arrivait tout le temps, parce qu'elle avait aussi un esprit extrêmement curieux et extrêmement vif de tout ce qui était de l'art aussi, du théâtre, de la danse, de ça. Et moi j'étais très très liée à quelqu'un que j'honore aussi, parce que toutes les deux sont, pour moi, Anne est liée à Annie Méry. Qui était aussi une passeuse d'art au musée d'art moderne et qui a fait de très nombreuses expositions et de rencontres avec les artistes et les visiteurs. Et elles avaient créé aussi une amitié au-delà du travail. Enfin, elles étaient extrêmement liées, Anne et Annie, c'est pas tout à fait Anne, et on se retrouvait tout le temps, que ce soit à l'Odéon, au musée Jacquine quand il y avait une performance, dans d'autres endroits. Et moi, je participais à cette amitié, et comme ça, je suis devenue un petit peu amie d'Anne aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'elle avait une bonté, une ouverture et une façon de regarder les autres comme ça qui était merveilleuse. Je l'ai connue par le truchement de l'amitié d'Annie. Voilà. Et je dors aussi la mémoire d'Annie, bien sûr, qui nous a quittés aussi. Annie, qui nous a quittés à l'âge de 90 ans, parce que c'était aussi, qui nous a volontairement quittés à l'âge de 90 ans. Et qui est partie et qui avait été extrêmement triste d'apprendre la mort d'Anne. Je voulais vous demander aussi pour les gens qui peut-être une grande minorité ici, qui ont moins connu Anne Dalbert, d'essayer de caractériser en quelques mots ce qui a fait son travail de critique. Qu'est-ce qui faisait que vous avez respecté. J'essaie de vous répondre quand nous rappelons malheureusement que les deux Annes que j'ai longuement évoquées sont mortes trop rapidement l'une derrière l'autre. Et dans un premier temps, parce que dans toutes les casquettes que j'ai, plus ou moins machin, j'ai des relations assez fortes avec les archives de la critique d'art qui sont à Rennes et qui ont donc plusieurs missions, entre autres d'archiver les travaux des critiques
qui se différencie, si je peux dire, qui en fait donc là sont vraiment nominatifs. Nous sommes là comme critiques et pas comme auteurs, etc. Bon. Et puis ensuite, à côté, essayer de temps en temps de mettre en place des réunions, des séminaires, plein de temps. Et donc, quand on s'est trouvé confronté à cette double disparition, nous n'étions pas les seuls à rester hébétés. Hein. Ça a quand même été assez dur pour la communauté que nous sommes. Il ne faut pas exagérer, quoi. C'était quand même deux personnalités qui étaient quand même, on ne va pas les comparer. Bon. Donc on s'est dit aux archives, on va faire un truc, quoi. On va essayer de faire une espèce de... Alors surtout pas un hommage, parce que ça c'est rédhibitoire, c'est là effectivement qu'on n'avance pas, si je peux dire. Mais donc en se servant un petit peu, avec beaucoup de précautions, un peu de ce qu'elles pouvaient représenter l'une et l'autre, donc partir de ces bases, de ces socles-là, pour, là encore, on parle de ce que je disais tout à l'heure, voir un peu quelle est aujourd'hui la situation et comment, effectivement, ces choses-là peuvent un peu se redistribuer ou se reformuler. Et donc les deux bases, les deux socles qu'on avait en tête, même si effectivement ils peuvent être corrigés, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que d'une part, donc, il y avait un tronche, si je me trompe, on me corrige, quoi, qui était quelqu'un qui était une critique, n'était pas la seule, mais, comme on dit, avec beaucoup de guillemets, engagée, quoi, qui très tôt avait pris parti pour une esthétique assez dans la figuration narrative, s'était impliquée dedans, était une des créatrices de la revue Opus, etc., etc., et qui était malgré tout, avec l'ouverture d'esprit qui était la sienne, un peu donc dans ce sillon-là, mais ce qui n'empêchait pas d'être tout à fait ouverte et curieuse pour le reste. Mais effectivement, donc c'était cette image, pour aussi fictionnelle soit-elle, mais elle n'est pas tellement, en tout cas à ce moment-là, de critique engagée. Je me trompe ou pas? Et à côté de ça, dont je parlais tout à l'heure de Balancier, il y avait la figure de Anne Dagbert, qui était le complément presque dialectique de ce machin, quoi, enfin, cette situation, qui était quelqu'un qui était ouvert à tout, mais pas n'importe comment, heureusement, qui était effectivement curieuse mais presque par essence. Anne D ne pouvait pas être une critique engagée, je m'entends bien, elle ne pouvait pas choisir une esthétique particulière, etc. C'était effectivement quelqu'un qui avait une ouverture, une curiosité pour beaucoup de choses, enfin pour presque tout d'ailleurs, mais qui en même temps est effectivement et heureusement capable de le passer au tamis de la critique. Ouais. Et ça c'est quand même aussi assez peu courant. Et donc à partir un peu de ces deux exemplarités, le projet qu'on avait aux archives qui s'est pas réalisé pour plein de raisons, on l'avait évoqué avec Catherine très rapidement, mais bon, c'était passé à la trappe, c'était un peu d'inviter des jeunes critiques, d'ailleurs femmes, parce que là encore, il ne faut quand même pas oublier qu'on parle de deux critiques femmes, quoi, et sans jouer sur quoi que ce soit, en tout cas pour moi ça a toujours été essentiel, bon, peu importe, et donc un peu de demander à des jeunes critiques, disons là, 30, 40, de raconter un peu de montrer un peu comment elle pratique ce business qu'est la critique, et effectivement donc quel est un petit peu, si vous voulez, les points de jonction, ou en tout cas de dialectique encore, qu'on peut mettre entre ces deux figures, non pas tutélaires, simplement ces figures que j'ai rappelées là, et la situation aujourd'hui. Voilà, c'est donc un peu ce que je pense que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous en pensez dans les autres personnes, Monsieur Le Gall, vous disiez par exemple que c'est presque le regardeur qui fait l'art. Est-ce que Anne Dagbert, est-ce qu'elle a apporté des choses je voyais en elle une critique, il faut dire, sentiment, l'intelligence du sentiment. Elle ne paraissait pas théorique vraiment. Elle était peut-être au courant, hein, ça, je ne soumettais pas à une quelconque question pour ça. Au fond, ces textes me surprenaient par l'angle qu'elle adoptait, justement.
savez, les artistes, on est insouciants. C'est peut-être le rôle du critique d'art ou de la critique d'art, justement, de poser des questions. Oui. Mais, Anne, j'ai relu ici à nouveau le texte de l'introduction de ce texte, ce livre, cet ouvrage de rassemblement de textes qu'elle avait écrit, Une espérance à travers la vie. Je me souviens qu'elle y tenait beaucoup, c'était vraiment important pour elle. Et en relisant les deux textes d'introduction qu'elle met à montrer des articles sur lesquels elle a écrit pour certains artistes, l'un des titres c'est « L'art est avant tout une émotion ». Et son texte est d'une clarté, d'une limpidité, d'une force. Parce que bon, elle était jolie, elle était féminine, mais elle était aussi vraiment costaud. Et son esprit était vraiment très bien cortiqué, si je puis me permettre. Et ce qu'elle dit là, c'est d'une limpidité et d'une force et d'une intelligence, c'est même philosophique. Vraiment, je conseille à tout le monde de relire ce texte pour comprendre véritablement qui était Anne Dagbert et ce qu'elle avait vraiment au fond du ventre. Quand on lit ça, on comprend tout. Elle parle de la sensation, non? Oui, mais enfin, faut les lire. Je peux vous en lire un bout, mais... Ouais. Alors, le premier... Les textes que j'ai choisis pour cette petite anthologie, présentés dans un ordre quasi thématique et non chronologique, qui s'échelonne sur plus de 20 ans de ma pratique de critique d'art, mettent en lumière des goûts très variés pour des artistes et des créateurs très divers. Je ne me situe aucunement parmi les critiques militants qui ont défendu tel ou tel mouvement de l'art moderne et contemporain, ce qui est devenu rare à notre époque d'hybridation et de métissage généralisé. Avec le recul du temps, il m'apparaît que ce recueil risque de dessiner une figure inconcevable, pour reprendre les mots de Borges, dans laquelle je m'étonne de me reconnaître. Mais cette position, pour inconfortable qu'elle soit, est due en grande partie au refus des attitudes consensuelles et des jugements hâtifs qui ont cours trop souvent dans le monde de l'art et qui accentuent paradoxalement un sentiment de confusion envahissant notre société. Elle est due aussi à une volonté souterraine de biaiser, une stratégie de survie, avec l'inflation de la technologie informatique et médiatique qui met en avant l'image spectaculairement facile au détriment d'œuvres empreintes d'une présence qui réifie les choses de l'esprit. L'œuvre qui me touche est celle qui manifeste une intention intense, selon la recommandation d'Harald Seemann, pour juger les œuvres d'art, comme je le rappelle au commencement de mon essai sur une série notable de la peinture de Gérard Garouste. Voilà, ça continue comme ça, et c'est vrai que c'est fort. Et là, on comprend. Elle est là pour dire ce qu'elle est. C'est ça qui la définit. Si tu es aimable à propos de Garouste, ça donne à la plupart des gens le sentiment de faire un grand écart, mais c'est parce qu'elle ne se sentait pas obligée de choisir son camp. Non, elle s'intéressait à tellement de choses, comme dans les expos, elle s'intéressait à tous les tableaux. Mais en même temps, ça faisait sa richesse de curiosité et de pouvoir parler et s'intéresser à tellement d'univers différents. C'est tout à fait vrai, mais je pense que quand même il y a un angle qui lui était propre. C'est justement, ce livre, si je me souviens bien, c'est quand même autour du sentiment du sacré, la question de la foi. Et en fait, je crois que c'est quand même ce qui est au fond de tout ce qui l'a intéressé. Et que, oui, je crois, et que, en fond, ce qu'elle aimait chez les artistes, c'était justement de découvrir quelle était leur foi. C'était pas une foi religieuse, une foi chrétienne, mais quelle était la foi de l'artiste. Et ça, c'était très important parce que c'est pour ça qu'elle les interrogeait en permanence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est cette foi particulière que vous avez? Au fond, qui êtes-vous vraiment derrière le tableau, derrière l'œuvre d'art? Et je crois que c'est au fond
la chose qui devrait intéresser le plus les critiques d'art. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste consacre sa vie je dirais ça autrement, je dirais, bien que les artistes soient des dissimulateurs, peut-être, et ainsi de suite, qu'est-ce qui fait peut-être qu'il nous a quelque chose. Voilà, et donc le fait que derrière chaque artiste, quelle que soit sa forme et l'esthétique, le style, etc., le mouvement auquel il appartient, il y a quelque chose qui fait qu'il croit à ce qu'il fait. Il y a quelque chose, il y a une croyance. Et je pense qu'elle faisait une sorte de parallèle entre sa croyance personnelle, religieuse, et la croyance qu'avait un artiste dans quelque chose qu'il faisait travailler. Il me semble que c'était ce qui faisait aussi, qui lui permettait de passer d'un artiste à un autre. Et puis elle se faisait confiance aussi peut-être dans ses rencontres, c'est-à-dire j'ai l'impression que les artistes auxquels elle s'est intéressée, bon, il y a une part de hasard aussi, il y a la rencontre, mais à partir du moment où elle rencontrait quelqu'un qu'elle l'estimait suffisamment intéressant, peut-être qu'il la rendait curieuse de comprendre sa démarche, alors là, elle le faisait avec justement toute la profondeur et le sérieux. Donc vous avez parlé en fait d'une façon, c'était toujours que ce soit justement dans son travail de critique d'art, enfin ce qui rejoint, mais aussi dans son approche des personnes. C'était toujours, on pourrait dire, le sérieux, non, déjà il y a. Et puis un abandon aussi. Un peu un abandon. Elle se livrait, elle se laissait, et je crois qu'elle en parle aussi dans son livre. Elle cherchait, parce qu'elle cherchait réellement dans l'autre quelque sincérité, alors là, elle n'était pas dissimulatrice, peut-être. Enfin, oui, je sais. Bon, évidemment, il n'est pas question de faire une comparaison entre les critiques, c'est ridicule. N'empêche que Anne Tronche, moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Anne Tronche, comme beaucoup de gens, mais l'attitude devant l'artiste est complètement différente. Parce que Anne Tronche, c'est quelqu'un qui use plutôt de l'argument d'autorité. C'est-à-dire, les choses que défendait Anne Tronche, elle pouvait justifier de manière... par A plus B, on pourrait dire, mais en fait, ça veut dire par l'histoire de l'art, ou par la position d'un artiste dans une continuité, dans une histoire de l'art, par rapport à des confrères, etc. Bon, pourquoi Anne considérait que cet artiste avait une valeur? Mais Anne n'aurait jamais usé d'arguments de ce type-là. C'était des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus profondes qu'elle recherchait. Ce n'était pas du tout la position d'un artiste par rapport à une histoire. C'était qui était cet artiste, au fond, et quelle était sa vraie valeur derrière son œuvre, en fait. Et c'est une recherche beaucoup plus, comment dire, presque impalpable, enfin, et c'est le texte que tu as lu est tout à fait éclairant par rapport à ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle dit à un moment donné qu'elle est épuisée quand elle sort d'un atelier. Je peux continuer peut-être pour la faire parler encore un petit coup. L'art est avant, le titre c'est donc l'art est avant tout une émotion. Celle que je ressens devant une œuvre d'art qui me touche, qui me propulse soudainement dans un état transitoire, en vacances de mes préoccupations ordinaires, qui m'intrigue et me fascine, qui me propose en miroir l'emmêlement des sensations, des sentiments, des idées qui est le mien dans le temps de la contemplation, et ensuite dans la mémoire que j'en retiendrai. Ainsi, l'art véhicule tour à tour la beauté et la laideur, le désir et la souffrance, le plaisir et le dégoût, l'harmonie et le chaos, le repos et la fièvre, la contradiction. Parce qu'il est une éminente énigme, mystère de la création, surprise de l'émotion esthétique. Donc elle écrit vraiment bien en plus, et c'est vraiment profond. C'est magnifique ce qu'elle écrit. C'est quand même un texte assez christique. Oui, c'est christique. C'est écrit très bien, mais c'est quand même, au niveau de la stylistique, c'est évangélique. Hein.
C'est ça, elle est dans la passion. Et son livre, c'est un fil aussi, en Ouais. fait. Elle commence avec la sensation esthétique et pour arriver progressivement Après, elle parle de la religion. la rédemption par la peinture. Oui, je ne sais plus où j'ai vu qu'elle parlait de... Non, mais chez elle, c'était quelque chose qui était très profond. Et en fait, l'âge venant, elle a de plus en plus se manifester et montrer, revendiquer. Oui. Elle s'est autorisée à, effectivement, je ne sais pas pour quelles circonstances. Mais elle était touchée par les personnes, en fait. C'est les personnes qui la touchaient, je pense. J'entends de dire qu'elle n'a pas caché qu'elle avait ce que beaucoup n'osent pas énoncer en public, hein, ou en tout cas en semi-public ou privé, qu'elle était croyante, qu'elle avait la foi, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas très facile à dire dans les milieux professionnels qui sont les nôtres. Hein. Et elle, pas de suite, alors, je ne dis pas par rapport à moi, pas de suite, mais je l'ai senti de plus en plus libérée dans tous les sens du terme, pour ne pas le cacher, en tout cas ne pas ça se traduit de plus en plus par effectivement les textes qu'elle a fait. Où il y a toute une augmentation, si je peux dire, de ce type. Non, mais je peux dire que moi qui ne partageais pas sa foi religieuse, ça ne nous empêchait pas du tout d'échanger sur ce qu'on ressentait ou ce qu'on... Bon, il y a aussi l'art lui-même qui l'a autorisé aussi, hein, parce que là je me répète, mais nous ne sommes plus enfin depuis longtemps d'ailleurs, mais dans les logiques progressistes effectivement qui étaient un peu les bases de l'affirmation d'Anne Tronche, alors qu'après ça a un peu changé, quoi. Donc effectivement on est de plus en plus dans la confusion. Donc effectivement là aussi s'immiscer pour un peu revendiquer, c'est pas la première ni la dernière, mais revendiquer un peu le spirituel dans le sens le plus noble du terme, c'est beaucoup plus autorisé. Alors, est-ce que je lis les mots que j'ai notés de vos interventions, quelques mots. Anne avait un côté bon chic, bon genre, mais rebelle aussi. Et en tout cas, à force de l'ouverture, et Catherine, tu parlais par exemple, de la foi qu'elle avait, qui était une foi catholique, foi chrétienne, catholique, mais qui ne l'a pas du tout empêché de s'intéresser au judaïsme et d'une façon profonde aussi, parce que je crois que c'est à propos de Garros aussi qu'elle a écrit, elle a fait comme une exégèse, dans son livre sur Garouste, pour écrire son livre sur Garouste, elle a fait des études très poussées. Elle allait écouter un rabbin reconnu. Oui, elle allait régulièrement, elle suivait presque des cours, on pourrait dire, pour découvrir ce qu'était le judaïsme et pour se mettre au niveau de la perception de la religion juive par Garouste. Mais de ce qu'elle en parlait, ce n'était pas quelque chose d'étranger. Elle y trouvait aussi une spiritualité qui nourrissait la sienne. Mais bien sûr. Et moi, je me souviens quand elle est allée en Israël, comment c'était important pour elle. Elle a été faire un voyage avec une organisation catholique. Ils sont allés évidemment au tombeau du Christ, etc. Et c'était un moment très très important pour elle parce qu'elle retournait aux sources de la religion catholique. Et non, donc, là je permets aussi de faire une petite incise. Tout à l'heure j'ai dit qu'effectivement moi j'ai une éducation chrétienne et pas catholique. Et avec Anne, que je ne connaisse que là, quand j'ai raconté toutes mes tribulations d'enfance, j'ai bien dit que chez moi c'était chrétien et pas catholique, donc ça m'a vachement intéressé, on est d'accord. Et donc après, oui, tu vois, c'est pas tout pareil. Non, mais chrétien, c'est ça. Mais justement, les protestants, écoute, les moi, catholiques. Donc, il faut dire les choses. Justement, mais les chrétiens, c'est avant le catholique. C'est une antériorité. Donc, je ne sais pas où, ne me demande pas où, parce que moi, je m'en fous. Mais non, effectivement, il y a quelques en tout cas, différences essentielles, c'est le cas de dire. Et par exemple, si tu veux. Chrétienté. Oui.
Oui, la chrétienté, oui. Et je ne sais raconter aucune anecdote, mais je sais qu'effectivement ça l'intéressait beaucoup. Et le fait de savoir que, par exemple, ma tante, j'ai vécu quand j'étais petit, quoi, s'était autorisé à interrompre un curé qui faisait un serment en disant là faites une erreur, je ne sais pas où. Donc, ça, donc elle avait appelé ma tante. Je ne sais pas si vous raconter. Des 3-4 anecdotes comme ça, je les ai, mais moi je passais les billets, ce que je veux dire. Effectivement, il y a quand même, tu vois, elle était effectivement très intéressée par tout ce qui était religieux au sens le plus, effectivement, chercher à savoir, méticuleux. Oui, alors j'ai noté bienveillance, joie même. Oui, de la joie. Précision dans son travail, générosité, et puis une chose toute simple, je pense peut-être que ça la caractérise, elle ne faisait pas semblant. Et je crois qu'elle ne faisait pas semblant dans sa foi, dans ses convictions, elle ne faisait pas semblant quand elle s'intéressait au travail d'un artiste. Elle sentait que c'était une sorte d'engagement. Ouais. C'est tout simple, elle ne faisait pas semblant dans sa vie en fait. Je pense qu'elle se donnait pour peut-être comme une éthique personnelle pour elle-même de ne pas faire semblant. Je pense que comme ça. C'est ça qui la menait, qui la conduisait à faire son travail très sérieusement et à s'intéresser très profondément aux personnes qu'elle rencontrait. Ce qui a été dit aussi, qui me paraît très important la concernant, c'est qu'elle ne se mettait pas en avant. Ah oui, c'est ça, il faut dire les choses très simples. Elle ne la ramenait pas. Elle était modeste, elle avait une certaine candeur. Oui, tout à fait. Ce qui fait qu'effectivement, tu l'as dit, parfois elle paraissait naïve, alors que pas du tout, c'est qu'elle cherchait tellement à savoir qu'on a l'impression parfois qu'on avait rien compris, quoi. Non, parce qu'elle réfléchissait tout le temps, quoi. C'était un peu. C'est parce qu'effectivement, elle avait ce besoin, cette envie de savoir au plus près. Quoi. Mais avec on se répète, hein, une bonté, un intérêt aussi. Intelligence du sentiment. Ouais. C'est bien, c'est bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on en reste là? Vous ne voulez pas dire quelque chose? Bernard, Richard? Non, elle était très attachée au musée Zadkine. Ah, oui, c'est important de la connaître. Elle était membre de l'association, elle était au bureau avec le trésorier, des relations très poussées. Et alors, je peux ajouter à titre personnel que c'est grâce à elle et par l'intermédiaire de l'association des musées Zadkine que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous rencontrer, Michel et Bernard, mais aussi Anne-Sylvie Vert. Et puis, on a fait beaucoup de voyages avec elle. Ouais, c'est ça. Michel Blanchet. Ça a été quand même important. Ainsi qu'Anne de Gaël qui a envoyé un hommage. Donc vous verrez sur la porte, là, elle a écrit un petit texte. Et c'est assez émouvant, c'est un double portrait d'Anne adolescente.